Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce nouveau massacre à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 35 personnes ont été tuées en 24 heures. Des violences attribuées aux ADF, un groupe armé d'origine ougandaise. Nous irons à Kinshasa dans ce journal. Le général Bassolé en France pour des raisons de santé. L'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, condamné à 10 ans de prison pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015 dans son pays, a été évacué mardi soir vers la France. La réaction à suivre dans ce journal. Ce soir, nous recevons Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Il vient nous parler des cas de nos confrères détenus pour leurs écrits ou leurs tweets. Nous ferons également le bilan sur les violations du droit d'informer sur le continent. L'Est de la République démocratique du Congo en proie à des violences. Au moins 35 personnes ont été tuées en 24 heures dans le territoire de Beni. Au total, 265 civils ont été massacrés depuis début novembre, selon des sources locales. Des violences attribuées aux ADF, groupe armé d'origine ougandaise. On part tout de suite à Kinshasa retrouver notre correspondant Clément Bonnereau. Clément, quelles sont les informations dont vous disposez ? Écoutez, les informations qui nous parviennent nous viennent pour l'instant de la société civile qui nous confirme en effet qu'il y a eu 2 massacres ces dernières 24 heures dans la région de Beni. Le premier a eu lieu mardi après-midi dans le village de Manzingi. Un groupe d'hommes armés se serait attaqué à des villageois qui travaillaient dans des champs. Ils les auraient poursuivis jusqu'à leur maison avant de les massacrer un à un avec des machettes. La société civile parle, vous l'avez dit, de plusieurs dizaines de morts et nous a confirmé également que des recherches sont encore en cours à l'heure actuelle pour retrouver d'autres éventuelles victimes. La seconde attaque a eu lieu mercredi matin, cette fois dans le village d'Eringeti. C'est une attaque qui ciblait une position de l'armée congolaise. Pour l'instant, aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais évidemment, que ce soit du côté des autorités locales ou de la société civile, on pointe du doigt, bien évidemment, vous l'avez dit, les ADF, les forces démocratiques alliées. Il s'agit d'un groupe islamiste armé, originaire de l'Ouganda et qui sévit dans la région depuis plusieurs années et qui aurait fait au moins 250 morts, peut-être 285 avec les 35 morts supplémentaires d'aujourd'hui depuis le mois de novembre. Car c'est justement en novembre que l'armée congolaise a lancé une vaste offensive contre ce groupe armé. Il y a 10 jours à peine d'ailleurs, l'armée congolaise expliquait avoir reconquis le camp de Médina qui est le bastion de ce groupe dans la région de Beni. L'armée congolaise affirmait également avoir tué 5 des 6 chefs de ce groupe. Merci beaucoup Clément Bonnereau. Merci également à Juliette Dubois qui se trouve à vos côtés. Des violences également au Cameroun. 5 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi. Une attaque de Boko Haram perpétrée dans l'extrême nord du pays. La région du lac Tchad est souvent la cible d'assaut du groupe djihadiste. Ils se sont intensifiés ces 3 derniers mois. Les explications de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Selon les autorités locales que nous avons pu joindre sur place au téléphone, des dizaines d'assaillants soupçonnés d'appartenir à la secte Boko Haram ont pris d'assaut le village et tué 5 personnes, des pêcheurs pour la plupart. 2 militaires camerounais ont également été blessés dans des échanges de tirs avec les assaillants qui en ont profité pour incendier un poste de l'armée camerounaise. Des assaillants plus nombreux qui ont profité d'un repli stratégique des soldats camerounais pour abattre leurs victimes dans leur domicile. Le lac Tchad, partagé par le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, est le théâtre d'attaques récurrentes de la secte Boko Haram depuis plusieurs mois. 6 soldats tchadiens ont ainsi été tués il y a 48 heures par des combattants soupçonnés d'appartenir à Boko Haram. Et en début d'année, ce sont une 50aine de pêcheurs qui avaient été égorgés par des combattants de Boko Haram. Des attaques qui témoignent de la résurgence de la secte djihadiste, loin d'être contenue dans un conflit à huis clos qui continue de faire des dizaines de victimes dans cette région. On en vient à l'évacuation sanitaire du général Djibril Bassolé en France. L'ancien ministre des Affaires étrangères condamné à 10 ans de prison pour son implication dans un coup d'État manqué en 2015 au Burkina Faso est arrivé en France mardi soir à bord d'un vol régulier. Il a bénéficié d'une autorisation de sortie du parquet militaire pour aller se faire soigner. Écoutez.
C'est une bonne chose pour sa santé et pour l'humanité qui est en lui. C'est une vie valeureuse et importante. Mais est-ce que la question que je me pose en arrière, combien sont les Burkinabés qui peuvent s'offrir le luxe d'aller se faire soigner à l'extérieur et tout le reste? Est-ce que les enjeux ne résident pas dans l'urgence de construire des centres médicaux de référence capables de prendre en charge tous les citoyens burkinabés et ici sur place? Il y a autant d'anonymes qui meurent par insuffisance d'équipement dans nos hôpitaux et qui ont tout aussi droit à des évacuations, mais qui ont tout aussi droit à la vie. Finalement, est-ce que la vie du citoyen burkinabé est suffisamment garantie par un dispositif sanitaire? Je pense que non, et le défi se trouve là. Direction le Burundi. À l'approche des élections générales, la commission Vérité et Réconciliation multiplie les exhumations des restes de personnes tuées dans différentes crises qui ont traversé le pays pendant des décennies. Ce qui pourrait paraître comme un travail de mémoire est qualifié de manipulation. D'après l'opposition, à 4 mois de la présidentielle, la commission n'exhume que les fosses communes où se trouvent les victimes d'une certaine ethnie. Pour des raisons évidemment électoralistes. Nicolas Germain. À 130 km de la capitale Bujumbura, une nouvelle fosse commune a été retrouvée. Elle date de 1972. Une importante délégation est sur place, dont le président de la commission Vérité et Réconciliation, dite CVR. Depuis 2014, la CVR a déjà recensé plus de 4000 fosses communes, dans un pays qui a connu de nombreux massacres interethniques depuis son indépendance en 1962. La loi nous oblige, nous demande d'exhumer ces restes humains pour que plus tard, lorsque les enquêtes seront menées pour éclairer la vérité, nous puissions trouver l'opportunité de les enterrer en toute dignité. Le responsable de la CVR n'est autre que l'ancien président de la commission électorale. Il a supervisé les scrutins controversés de 2010 et 2015, 2 élections qui avaient vu la victoire de l'actuel président, Pierre Nkurunziza. Une partie de l'opposition affirme que ces exhumations se concentrent dans les lieux de massacre des Hutus, l'ethnie du président. Ces opposants considèrent que les fosses communes des Tutsis sont délibérément négligées, et ce à 4 mois de la présidentielle. Pourquoi justement à la veille des élections de 2020, on s'acharne à montrer que les crises burundaises ont toujours emporté des victimes d'une ethnie telle? N'est-ce pas une manipulation de l'histoire? N'est-ce pas pour des fins de campagne électorale? La semaine dernière, Pierre Nkurunziza a confirmé qu'il ne ferait pas un 4e mandat. Pour la présidentielle du 20 mai, le candidat de son parti, le CNDD-FDD, sera le général Évariste Ndayishimiye. En l'espace de 2 semaines, nous avons reçu 2 journalistes africains qui avaient fait de la prison pour leurs écrits, le Congolais Guis Fortuné Bemba et le Tchadien Éric Topona, qui était avec nous sur ce plateau hier. Ce soir, nous recevons Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Reporters sans frontières dresse un bilan pessimiste de la situation des journalistes en Afrique. Oui, on a répertorié au cours de l'année 2019 171 arrestations de journalistes en Afrique, ce qui est une tendance assez marquante et une tendance assez lourde. Ça veut dire que dans un peu plus d'un pays sur 2, en Afrique subsaharienne, on a eu recours à au moins une arrestation arbitraire de journalistes l'année dernière, ce qui est un phénomène tout à fait inquiétant puisque ça suscite des intimidations, ça suscite de l'autocensure et ça va bien au-delà des cas individuels d'arrestation de journalistes concernés. Alors, vous l'avez dit, les journalistes sont de plus en plus inquiétés. Dernier cas qui a fait polémique, c'est celui d'Ignace Sossou, le journaliste béninois qui a été condamné à 18 mois ferme pour avoir tweeté les propos d'un procureur lors d'une conférence organisée par Canal France International. Alors, c'est une situation qui est à la fois exceptionnelle, déplorable et dangereuse. Exceptionnelle parce qu'il y a un caractère inédit. Jamais un journaliste dans l'espace CEDEAO n'avait été condamné jusqu'à présent à une peine privative de liberté pour avoir rapporté sur les réseaux sociaux des propos qui ont bien été tenus par ce procureur. Déplorable parce que ça fait plus d'1 mois que ça dure et on n'a toujours pas de date d'audience pour un procès en appel qui viserait inéluctablement à l'acquittement parce que c'est la seule issue possible. Et dangereux parce que ça crée un précédent. Ce caractère inédit, ce caractère dangereux, ça veut dire qu'aujourd'hui les fondamentaux même du journalisme sont remis en cause. À l'heure de l'indésinformation, au nom de la lutte contre la désinformation, on en vient à utiliser
des instruments juridiques qui permettent de condamner des journalistes qui ont bien effectué leur métier, et ça c'est évidemment très grave. Alors un mot peut-être rapidement sur Canal France International, donc une agence française de coopération de médias dont FMM est la maison mère d'ailleurs. C'est d'abord désolidarisé de ce journaliste béninois avant de se rétracter. CFI a commis une grave erreur, ils l'ont reconnu. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de responsables aujourd'hui. C'est bien la justice béninoise qui a condamné Ignace Sossou à 18 mois ferme, et c'est à la justice béninoise de trouver une issue rapide, et la seule issue possible, c'est une audience en appel rapide et un acquittement, sans condition. Alors arrêter des journalistes pour des tweets et des posts Facebook, ça devient de plus en plus récurrent. C'est de plus en plus récurrent. On a un autre exemple assez emblématique dans la région, en Afrique centrale, puisqu'au Tchad, Martin Inouye Doulgué, qui est un directeur de publication, a été condamné à 3 ans de prison ferme à la suite d'une plainte en diffamation. Quelque chose qui est assez commun finalement dans le droit de la presse, qui ne devrait pas mener à des peines privatives de liberté. D'ailleurs, au Tchad, le délit de presse a été dépénalisé. Exactement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de cette plainte en diffamation, un procès s'est ouvert, et on est passé d'une plainte en diffamation à finalement des charges d'association de malfaiteurs informatiques qui ne reposent sur absolument rien. Aucun élément d'enquête dans le dossier ne permet aujourd'hui de dire que c'est un malfaiteur informatique, et c'est sur cette base-là que Martin Inouye Doulgué a été condamné à 3 ans de prison ferme, et il est en plus de cela dans des conditions de détention qui sont absolument abominables. Il vit dans 5 mètres carrés dans une cellule de fortune construite par les prisonniers eux-mêmes. Il fait ses besoins dans le même endroit qu'il prend sa douche, et il doit payer pour accéder à des toilettes propres. Donc nous appelons à sa libération. C'est indispensable, notamment au vu des conditions de détention dont il fait l'objet. Alors justement, est-ce que c'est pas aussi de plus en plus fréquent de condamner des journalistes, non pas pour des faits journalistiques, mais pour d'autres faits? C'était le cas de Raja Raissouni, la journaliste marocaine accusée d'avortement illégal. Tout à fait. C'est une stratégie et une technique qui est bien connue. Malheureusement, on est souvent dans le maquillage et dans l'habillage, c'est-à-dire qu'on va accuser les journalistes d'être des terroristes, d'être des malfaiteurs informatiques, comme c'est le cas pour Martin Inouye. On va les accuser de crimes économiques, alors qu'en réalité, c'est bien à leurs écrits, c'est bien à leur esprit critique et c'est bien à leur esprit d'indépendance qu'on s'attaque. Mais souvent, le droit de la presse est plus protecteur que les autres charges qu'on leur fait porter sur le dos, et c'est ce qui permet souvent, au nom de d'autres étiquettes qu'on leur colle, de les condamner à des peines beaucoup plus lourdes que celles auxquelles ils pourraient être exposés dans le cadre du droit de la presse. Alors Arnaud Froger, très rapidement, quels sont les cas les plus préoccupants en ce moment ? On a 4 journalistes incarcérés au Burundi depuis plus de 3 mois maintenant, qui attendent une décision imminente, qui ont couvert l'incursion d'un groupe rebelle venu de l'Est de la RDC, qui était parti couvrir ce sujet d'intérêt public, qui risque une des peines les plus lourdes jamais prononcées ces dernières années dans la région, 15 ans de prison requis contre eux. RSF a lancé une énorme campagne de mobilisation, et nous invitons les personnalités qui le souhaitent et les personnes qui le souhaitent à signer la pétition appelant à leur libération, parce qu'on est là face à un cas extrêmement dangereux, dans un contexte qui est difficile de verrouillage médiatique, où des médias internationaux ont déjà été suspendus au Burundi à quelques mois de l'élection présidentielle, et où des dizaines de journalistes vivent encore en exil depuis la crise de 2015. Je pense aussi à notre confrère Amadou Vamoulké, incarcéré en détention provisoire depuis plus de 3 ans et demi, et dont la 27e audience est prévue le 25 février. Il aura 70 ans la semaine prochaine, il est malade et il est privé de soins appropriés. Et nous suivrons ces cas, bien évidemment, dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup, Arnaud Froger, responsable du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Lorsque les rires laissent place aux larmes. Lorsque la parole laisse place au silence. Chaque fois que je raconte ça me travaille beaucoup. Lorsque la paix laisse place à la guerre. Il y a eu des obus qui passaient partout. La mémoire de tout un peuple réclame justice. Les faits de guerre ont été amnistiés, et c'est un argument de droit qui est imparable. On ne parle pas de génocide comme si nous avions droit à la mort, et pourtant nous aussi on doit vivre. Reporter Le Doc replonge dans ces guerres qui ont décimé le Congo entre 1996 et 2003 sur France 24 et France24.com. Bonjour mesdames et messieurs, même les chiens. Moi
Moi, je sais ce qu'il va voir à la télé, mais je vous le dirai pas. Retrouvez la météo avec TZ.